CEDEAO, sommet d'Abuja, un conclave pour quelle finalité? Nous nous interrogeons. CEDEAO, sommet d'Abuja, un conclave pour quelle finalité? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le 62e sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu ce dimanche 4 décembre 2022 à Abuja, au Nigeria. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation des pays en transition dans l'espace CEDEAO. Au terme de la rencontre, plusieurs recommandations ont été faites à ces pays, dont la Guinée-Conakry en fait partie. Pour le cas guinéen, les chefs d'État disent être vigilants sur le cadre de dialogue et que le sort de la Guinée sera décidé de ce qui sortira, en tout cas, de ce cadre de dialogue. Mais même si l'on ne sait pas encore à quand la transition va débuter, les 24 mois devraient être actés. Sur le cas du voisin guinéen, l'ultimatum a été posé aux autorités de Bamako de libérer les carrossiers militaires ivoiriens avant le 1er janvier 2023, au risque des sanctions. Eh bien, à nous de poser justement cette question. La CEDEAO a-t-elle oublié les dernières sanctions contre le Mali? Eh bien, lors des dernières sanctions, quels sont les pays qui ont souffert? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin encore. CEDEAO, sommet d'Abuja, un conclave pour quelle finalité? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique. Il s'agit de Patient Parfum qui est avec nous ce matin encore. Patient Parfum, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos. Bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos valeureux techniciens et à toute la diaspora, tous ceux qui continuent de soutenir cette belle aventure, cette belle réponse à cette tentative de domestication de la volonté des Africains de s'affranchir de toute forme de tutelle et de prendre en main leur propre destin. Et je pense que avec cette année qui court vers sa fin, Panafricanist TV a été l'une des meilleures réponses en termes de détermination de l'Afrique, en termes de restauration de notre dignité, en termes de capacité à implémenter un nouveau discours avec une nouvelle pédagogie, mais surtout un nouvel espoir pour l'ensemble de notre jeunesse, pour l'ensemble du peuple africain, pour l'ensemble des hommes qui aspirent à la liberté, à l'égalité, à l'équité tout court dans cette planète qui tangue au vu des confrontations majeures et qui secouent aujourd'hui, n'est-ce pas, notre petite planète bleue en termes de volonté de ceux qui veulent maintenir un statu quo, c'est-à-dire continuer à créer le fossé entre cette infime minorité, ce que j'appelle happy few, qui continue de s'enrichir de manière éhontée, alors que la frange majoritaire de notre monde croupit dans une misère indescriptible, où continue de régner l'ignorance, l'obscurantisme et tous les maux qui ne permettent pas à la libération totale et complète de l'homme. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum encore ce matin. Une énième réunion, alors un énième sommet du côté d'Abuja au Nigeria, de la CEDEAO. Je vous poserai donc la question, vous qui avez suivi cette actualité, pour quelle finalité? D'abord, je suis malheureux de constater que cette instance sous-régionale qu'est la CEDEAO concernant l'Afrique de l'Ouest a été un échec. La CEDEAO a échoué. Et qu'ils en soient aujourd'hui à tenter de faire ce type de réunion avec l'agenda que vous venez de nous décliner prouve tout simplement que c'est une institution qui va à la dérive, qui n'est plus consciente des enjeux de l'heure, qui ne s'inspire plus de la volonté, des désirs de liberté, des désirs de la capacité que ces peuples aspirent à vivre mieux, le désir en réalité de restructurer, de reformater, n'est-ce pas, l'ensemble de la manière de penser l'homme africain dans cet espace, dans toute sa dimension culturelle. Et c'est pour cela que je suis un peu déçu, je suis un peu amer, mais
qu'est-ce qu'on peut dire? Gramsci disait le nouveau monde s'effondre, l'ancien monde s'effondre. Autant pour moi, le nouveau est là à apparaître, mais c'est dans ce clair-obscur que se juste des monstres. La CEDEAO aujourd'hui est à l'image de ces monstres qui n'hésitent pas à bouffer leurs propres enfants. Sinon, comment comprendre que pour des questions de divergence d'approche politique, que c'est des questions de divergence fondamentale de la voie à suivre pour restaurer la liberté, le développement et la souveraineté dans nos espaces, une caste d'individus, c'est ce que j'appelle la CEDEAO des chefs d'État, en soit venue à avoir pour seule et unique réponse que la répression, que la tentative de brimer une expression libre de peuple souverain, comme c'est le cas du Mali, comme c'est aujourd'hui, de plus en plus, il y a des frémissements qui nous montrent que ça risque d'être le cas aussi pour le Burkina, sans oublier la Guinée-Conakry. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris au déplacement de curseur, à ces lames de fond qui traversent aujourd'hui les peuples africains, à cette tendance lourde en ce qui concerne la volonté de ces peuples de se libérer de leur chaîne et, comme des hommes majeurs, comme des hommes libres, d'affronter l'avenir avec, évidemment, leurs espérances, leurs choix et le cap qu'ils se seront fixés eux-mêmes de manière libre. Cette CEDEAO, on ne la comprend pas encore parce que j'ai l'impression que la plupart de ceux qui sont à la tête, pour l'instant, de manière provisoire, de toute façon, ce sont des dirigeants de moment, au niveau de la tête de la plupart de nos États, sont des espèces de chiens couchants de l'impérialisme. Le mot n'est pas assez fort pour l'exprimer. Sinon, on tente de nous faire croire, par exemple, que les coups d'État, c'est l'expression de désordre, c'est l'expression du refus d'un ordre constitutionnel, c'est le refus du respect des constitutions, c'est le refus de la modernisation en termes de pratiques, en termes d'outils, en termes de mécanismes de nos États. Mais ce qu'on n'interroge pas, puisque là, on est sur le point de mettre une task force pour empêcher, soi-disant, le coup d'État. Mais où est la CEDEAO pour mettre une task force contre la misère? Où est la CEDEAO pour mettre une task force contre la pauvreté? Où est la CEDEAO pour mettre une task force contre le combat, dans le cas de combat contre les terroristes qui écument la zone d'espace sahélo-sahélienne? Où est la CEDEAO pour mettre une task force pour libérer la CEDEAO de cette chaîne d'ordre financier et monétaire que constitue par exemple le franc CFA? Ils ont tenté avec l'ECOWAS, depuis que le co-Macron avec Ouattara ont mis une hola à cette prétention pour la CEDEAO de se constituer comme homme libre avec une monnaie authentiquement gérée par les Africains. Que dit la CEDEAO? Donc voilà, les peuples sont dans la misère, les peuples sont dans le désarroi, le peuple ne voit, ils ne voient plus l'horizon, ils ne peuvent plus rêver. Et que fait la CEDEAO en termes de réponse à cette demande, n'est-ce pas, légitime de ce peuple-là qui souffre depuis les temps immémoriaux de l'esclavage? C'est que nous allons mettre une task force pour ne plus avoir de coup d'État. Mais les coups d'État dans cette sous-région ne sont que l'expression des dynamiques du refus et des révoltes des peuples pour ne plus continuer à accepter d'être soumis et assujettis, n'est-ce pas, par des forces qui ne sont pas au service de l'Afrique. Et je rappelle, n'est-ce pas, parce que là aussi c'est devenu des coups d'État militaires. Mais quand on parle de coups d'État militaires, ce ne sont pas des coups d'État, nous ne focalisons pas seulement au niveau des coups d'État militaires. Il y a aussi des coups d'État constitutionnels, dont certains pontes de cette CEDEAO en ont fait, sont des champions, n'est-ce pas? Monsieur Ouattara, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un coup d'État. Ambalo Sissoko oublie que lui-même c'était militaire à la base. Oui. Même le président Bouhari, il est passé par un coup d'État, nous ne l'oublions pas, avant de revenir, avant de se revêtir de cette toche de soi-disant des démocrates, comme leur impose aujourd'hui la prétendue communauté internationale autoproclamée. Donc nous sommes dans les dynamiques, nous sommes dans les incertitudes, nous sommes dans des situations complexes. Il faut, au lieu d'aller dans le sens qui va plaire à cette prétendue communauté internationale autoproclamée, il faut plutôt une réflexion endogène aux causes qui produisent ces coups d'État. Et c'est cette réflexion-là qu'on refuse de faire. Parce qu'on sait pertinemment qu'en allant dans ce sens-là, on va trouver les raisons de cette espèce de marasme, n'est-ce pas, ambiant, qui a envahi l'ensemble de la CEDEAO. Comment pouvez-vous comprendre qu'un grand pays comme le Nigeria ait été incapable de combattre tout seul Boko Haram? Ça doit interroger. Comment comprendre qu'un grand pays comme le Nigeria, cette année seulement qui est sur le point de
de s'achever. La question des inondations dans le sud du Nigeria, ce fut une catastrophe. Une véritable catastrophe. Il y a des déplacements internes au sein du Nigeria. La corruption est rampante au sein du Nigeria. Il y a des gens qui ont volé au Nigeria l'équivalent du budget du Cameroun, du Congo et du Gabon réunis. C'est quoi cet espace de pays qui veut donner la morale aux gens? Alors, le Ghana, aujourd'hui, on voit qu'il y a un schisme entre le président Nana Akufo-Addo et son peuple, avec la dernière volonté de M. Akufo-Addo. Le FMI. Le FMI, vous avez vu les manifestations dans la rue. Que dit la CEDEAO? Ce sont des expressions qui doivent être analysées, qui doivent être étudiées et qui doivent déboucher sur un certain nombre de résolutions qui vont dans le sens de dire au peuple, comme disait De Gaulle, je vous ai compris. Et enfin, nous allons construire un hub de travail capable d'apporter des réponses adéquates à ce cri profond des peuples à CEDEAO. Vous avez un pays comme le Mali, des pays comme le Burkina, le Niger, où les gens croupissent dans une misère indescriptible. Que fait la CEDEAO? On ne la voit pas. On ne la voit pas. Est-ce que la CEDEAO fait une task force pour maintenant dire, OK, ça va, les infrastructures routières, ferroviaires, pour comment dire ça, mailler complètement toute la CEDEAO, les hôpitaux de qualité, les écoles, dans la question de l'école, où est la réflexion de la CEDEAO pour refonder l'école dans cet espace? Parce qu'avec cette école-là, coloniale telle qu'elle est pratiquée, comment dire ça, on émascule la capacité de réflexion des Africains. Alors, donc, moi, j'ai beau tourner dans tous les sens, je ne parviens pas à comprendre. Et quand je parle de la question de l'eau, de l'électricité, aller au Nigeria, c'est un scandale. Un grand producteur de pétrole comme le Nigeria, pratiquement dans une ville comme Lagos, chacun a un groupe électrogène. C'est un shutdown complètement en ce qui concerne la capacité du Nigeria à assurer la fourniture de l'énergie à toutes ces populations. Je ne parle pas de ces entreprises. Allez au Nigeria, je vous dis, un tiers du pétrole produit au Nigeria est vendu au marché noir, au bord du Togo. Le triangle du Togo, tout le monde le sait. Que font les autorités nigérianes? Le Togoland. Que font les autorités nigérianes? La question de Boko Haram, toujours irrésolue. Même sur le plan militaire, même sur le plan des réponses sociales. Mais on trouve le temps d'aller taper, n'est-ce pas, sur le colonel Assimi Goïta, d'aller taper sur la nouvelle sur Ibrahim Traoré au Burkina et sur Mamadou Doumbouya, qui essaie d'explorer d'autres voies. Parce que de manière séculaire, l'organisation, l'architecture politique fait des liens de ce rapport incestueux avec la France montre ses limites. Et les gars disent, pour notre peuple, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'explorer d'autres voies dans le cadre de la recherche de la capacité de notre pays à retrouver leur souveraineté. La CEDEAO n'entend que dalle. Pire encore. Et je sors par là, dans un premier peu de parole. Alors ça, j'oubliais. Même le président du Nigeria, une grande puissance comme le Nigeria, on est la plus grande puissance économique en Afrique. Mais Mohamed Bouhari, au monde petit pépin, il prend l'avion, il va se soigner à Londres. Vous voyez ce niveau? Vous voyez ce niveau de démission? Pourquoi ne fait-il pas confiance aux hôpitaux nigériens? Pourquoi ne fait-il pas confiance aux médecins nigériens? Donc, on ne peut pas voir de tels individus à la tête de nos États et penser que quelque chose de bon peut sortir de là. Et quand je prends le cas de Mohamed Bouhari, parce que lui, c'est quand même le grand Nigérien. Les autres, alors, allez savoir. Donc, je pense que, en fait, on ne pose pas le vrai problème. On veut démontrer à l'impérialisme occidental qu'on ne permettra pas l'intrusion des élèves têtus, des élèves indélicats dans cet espace-là. Et on est prêt à tout faire pour les punir. La question des 49 soldats. Mais toutes les preuves qui sont... 6 soldats, ils sont. 6 sont partis des femmes, je crois. Eux ont été libérés. On vous dit les gars sont arrivés. Ils disent qu'ils sont des soldats. Mais leurs éléments d'identité prouvent le contraire. S'il y avait des soi-disant des maçons dedans, des plombiers, des cuisiniers, qui peut me faire croire qu'un soldat d'élite qui va en OPEX dans un pays frère peut avoir comme élément d'identité cuisinier? Un soldat. Mais sont sérieux. On prend les gens pour quoi? Vendeuse, étudiant. Mais ce n'est pas possible.
Donc, je continue de dire que la CEDEAO veut donner des gages de soumission à l'impérialisme occidental. C'est ça le sens de toutes ces réunions. Ces réunions n'ont pas pour fonction de tout faire pour prendre en compte ce que j'appelle la lampe de fond qui traverse les populations africaines, surtout sa jeunesse aujourd'hui, mais surtout ce cri qui vient de profondeur de notre peuple et qui sont une seule expression: nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Ça, la CEDEAO ne l'a pas perçu. Elle va continuer cette divagation en continu, mais je peux vous dire une chose. Vous ne pouvez pas empêcher le fleuve de couler vers la mer. C'est naturel. La tendance lourde de l'émancipation des peuples africains, ce sont des épiphénomènes. Rien ne pourra empêcher cette volonté-là de se réaliser. Tôt ou tard, nous allons y arriver. Et ce ne sont pas des espèces d'élucubration de ces élites de la CEDEAO qui vont l'empêcher. Patient Parfum d'Homme, on parle bien sûr de la CEDEAO, cette organisation sous-régionale avait des objectifs, et l'objectif premier d'ailleurs c'était de pallier, on va le dire comme ça, les espaces de la CEDEAO, disons de pacifier, on va le dire comme ça, l'espace de la CEDEAO. A-t-elle oublié finalement l'essence même de sa création? Je vous prends par exemple son article premier, la création. On parle bien sûr de la création, principe, objectif du mécanisme. Article 1er, création. Il est créé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un mécanisme destiné à assurer, je commence, la sécurité et la paix collective est dénommé mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Article 2, les principes. Les États membres réaffirment leur attachement aux principes contenus dans les chartes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les principes fondamentaux suivants. A. Le développement économique et social et la sécurité des peuples et des États sont intimement liés. B. La promotion et le renforcement de la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement qui contribuent au renforcement des liens de bon voisinage. C. La promotion et la consolidation d'un gouvernement et d'institutions démocratiques dans chaque État membre. D. La protection des droits humains fondamentaux, les libertés et les règles du droit international humanitaire. E. L'égalité des États souverains. L'intégrité en F, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États membres. Quand on suit tout cela, je vous pose donc la question, est-ce que la CEDEAO a oublié finalement l'essence même de sa création? Ça, on a envie de rire. C'est le pleureux rire qui aurait toute sa dimension ici. Écoutez, vous venez de citer l'un des objectifs. La Cour des droits de l'homme et des peuples, oui, de la CEDEAO. De la CEDEAO. Vous voulez que je commence à vous énumérer combien de verdicts ont été pris par cette Cour et qui n'ont pas été respectés par un État de la CEDEAO? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ils sont très nombreux. Alors, que dit la CEDEAO quand l'un des États membres refuse d'appliquer les verdicts de cette Cour? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compteur, comment dire ça, ça ressemble un peu à du storytelling, quoi. Compteur de bonnes nouvelles là, ils ne croient pas eux-mêmes à ces textes, ils n'y croient pas. La Côte d'Ivoire n'a fait que violer les décisions de cette Cour de justice. Elle n'a fait que violer. Elle n'applique aucune décision de cette Cour. Que fait la CEDEAO? On s'en contente. Cette CEDEAO, quand le Nigeria fut attaqué par la secte Boko Haram, vous avez parlé de sécurité. Oui, je parle de sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent d'ailleurs. Elle a été incapable de constituer une task force militaire pour venir au secours du Nigeria, qui était sur le point. D'ailleurs, ça continue jusqu'aujourd'hui. La situation n'est pas totalement résolue. Il a fallu qu'il y ait une armée mise composée du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Niger pour tenter d'endiguer cette déferlante de Boko Haram. Où était la CEDEAO? Quand le Mali a été attaqué par ces fous-là, ces terroristes, instrumentalisés par qui on sait, où était la CEDEAO? Les états-majors de la CEDEAO se sont répandus dans les séminaires, dans les machins, des colloques. Mais allez faire la guerre. Monsieur Bakayoko, le général ivoirien de l'époque, il fallait le voir. À chaque séminaire, il est devant les caméras. Il prend un long discours soporifique qui ne veut absolument rien dire. Deuxième, réunion à réunion.
Les rebelles ne font que descendre. Eux, ils sont dans les réunions et ils touchent les PSGM, évidemment. Et ils sont devant les télés, ils bandent des muscles. Allez donc faire le coup de feu. Personne. Il a fallu que le marchand du Tchad dise David, non, de regretter mémoire. La dernière réunion, on se souvenait à Abidjan, il a dit, mais non, c'est pas possible, arrêtez la parlotte. Bavardez, bavardez, bavardez. Les gars sont en train de descendre, ils tuent les gens. Vous êtes là, vous êtes en train de faire les réunions de constatation, d'évaluation de la stratégie, machin. Quel est ce CDAO-là? Les forces d'appui sont venues d'Afrique centrale pour aller se battre dans les Ifogas et freiner la descente quasi certaine de ces djihadistes jusqu'à Bamako. Quand aujourd'hui, les jeunes qui ont été au front, qui ont vu cette faiblesse de la CEDEAO, et qui avaient pour conséquence, parce que ce n'est pas sans conséquence, le fait de ce quasi génocide vis-à-vis de leur propre population, prennent les responsabilités, que fait la CEDEAO? C'est leur taper dessus. Oh, vous n'avez pas le droit, vous êtes des militaires, votre place c'est la caserne. Et les gens qui le disent, je dis, Ambalo Sissoko, c'était un ancien militaire. Bouhari était un ancien militaire. Les champions de coup d'État constitutionnel, vous avez le Togolais Faure Yadima. Vous avez M. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez M. Bazoum. Donc, entre deux tours d'une élection, on le prend, on le met dans l'avion, on l'amène à Paris. Et il signe ce qu'il a signé là-bas. Il revient, on nous dit qu'il a été élu. Quelle sont la valeur même de ces élections-là, dont on vante tant qu'on parle de démocratie? Et puis, il y a le réquestionnement. Il faut réquestionner la rhétorique et la dialectique qui fondent aujourd'hui la sagesse africaine. Elle ne peut pas continuer à être le copier-coller de Montesquieu dans l'esprit des lois aurait dit ci ou ça. Non. Il faut que l'Afrique aborde la question du raisonnement logique à l'aune de ses propres intérêts et de sa propre culture historique. Et ça, c'est tout un travail. Sinon, on rentre dans la paresse qui voudrait que quand on vient pour résoudre le problème, on nous dit que Rousseau avait dit ceci. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on regarde. Je continue de dire, il y a deux types de coups d'État. Il y a des coups d'État réactionnaires et il y a des coups d'État progressistes. Tous les coups d'État ne sont pas mauvais. Le coup d'État de Mobutu, c'est un coup d'État réactionnaire. On a vu des conséquences. Le coup d'État de Jerry John Rawlings, ce fut un coup d'État progressiste. Vous savez pourquoi Rawlings a fait le coup d'État? Je vous explique. C'est un jeune officier de l'armée qui est arrêté dans l'armée de l'air. Il arrive, et de temps en temps, dans leur formation en continu, il faut qu'ils fassent des vols, n'est-ce pas, pour être up-to-date, n'est-ce pas, d'entraînement à l'intérieur du pays. Donc, de temps en temps, Rawlings et ses amis, qui étaient des officiers navigants, prenaient les hélicos et ils allaient à l'intérieur du Ghana. Le choc que Rawlings a reçu la première fois, quand il a atterri dans une bourgade, j'oublie le nom, de voir l'état de misère dans lequel croupissaient les populations ghanéennes, l'a révulsé. Quand ils se sont retrouvés avec leurs amis, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. C'est ça notre peuple. Et le contraste était tellement saisissant, tel que cette image de ce peuple qui se nourrissait de feuilles dans la brousse et de racines, avec le Lupana que était devenu Accra, où les gens sans souci vivaient comme des habitués d'un casino, dans une luxure qui insultait même la condition humaine de l'homme ghanéen, a poussé progressivement du Rawlings à commencer à interroger sa vocation de militaire. Au point où une partie de sa solde, il utilisait pour acheter de temps en temps des sacs de riz, bon, des trucs de première nécessité, de telle façon que chaque fois qu'il allait à l'intérieur du pays dans ses vols de maintien, il les distribuait aux populations au tout autour. Pour lui, c'était sa participation pour mettre un peu de pommade dans cette plaie béante que constituait cette misère indescriptible, cette corruption rampante. Le Ghana était l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. La solution, c'était laquelle? Puisque de manière dans leur ADN, l'élite politique de l'époque trouvait que c'était totalement normal. Il était obligé de faire un coup d'État. Et maintenant, évaluons le coup d'État de Jerry John Rawlings.
en s'adossant sur l'héritage du grand Kwame Nkrumah, elle a fait du Ghana un pays moderne. C'est lui qui apporte le multipartisme au Ghana, qui instaure la démocratie nouvelle ghanéenne et qui respecte la Constitution au point de ne plus se représenter quand le moment était arrivé. C'est ça, les gars, la CEDEAO que vous voyez là. Des gens dont papa a fait presque 40 ans au pouvoir, M. Yadema, et qui aujourd'hui frappe la moindre petite contestation populaire. Statu quo, tout le monde doit se taire, parce que c'est la famille Yadema qui a reçu l'onction divine pour diriger le Togo. En oubliant que papa a fait assassiner d'une des expressions les plus affinées de la volonté africaine de s'affranchir de la domination, Olympio, qui était l'une des premières personnes à questionner, à mettre sur la table la question du franc CFA. Et je crois que c'est ça qui causait sa perte. Le sergent Yadema, le brave homme, l'a assassiné et est resté au pouvoir. Donc, il faut bien, quand les jeunes écoutent, oui, les coups d'État, c'est pas bien, oui, d'accord, les coups d'État, c'est pas bien, mais il y a coup d'État et coup d'État. Tous les coups d'État n'ont pas la même valeur. Il y a des coups d'État qui nous ramènent dans la nuit noire et d'autres coups d'État qui nous permettent de voir la lumière. Donc, ce qui se passe pour le Mali, oui, les Maliens vont souffrir pour un moment, mais ils sont conscients que le prix à payer vaut le goût de sel qu'ils vont goûter bientôt. Donc, cette CEDEAO-là, je continue de dire, c'est une réunion commanditée par l'ordre impérialiste qui se rend bien compte que les déplacements tectoniques sur le plan mondial sont en train d'affecter un espace qui était considéré comme leur plate-bande. Et que là, il y a un réveil des peuples qui disent non, non, nous ne pouvons pas être continuellement à la périphérie de ce monde. Nous avons le droit, nous aussi, d'être le centre du monde. Et pour cela, il faut qu'on retrouve notre liberté et notre souveraineté. C'est ça l'enjeu majeur. Donc c'est une réponse à cette volonté du peuple de vouloir s'affranchir cette fameuse réunion, la CEDEAO. Pascal Bafendom, en quelques secondes pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, je reviens justement sur l'article 2 de la CEDEAO et surtout en son alinéa E et F. Ils disent l'égalité des États souverains, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États membres. Je vous pose donc cette question. Est-ce que cette organisation sous-régionale est au-dessus des lois aujourd'hui ou alors au-dessus des États aujourd'hui? Non. Le problème, c'est la structure idéologique de des communications institutionnelles et des organisations sous-régionales comme celle-là. En réalité, elle n'a pas changé. C'est le même modus operandi qu'on utilise. C'est-à-dire, faire des promesses, même s'ils ne sont pas suivis d'actes concrets. Continuer à faire des promesses. Inscrire dans le prétendu marbre des dogmes, des principes intangibles, même si on n'avance pas. Bon, d'accord, la libre circulation de biens. Dans le cas de la Syrie, heureusement pour eux, parce que dans l'Afrique centrale, c'est encore un serpent de mer, cette libre circulation de biens et des personnes. Mais, qu'attend la CEDEAO pour abolir les frontières? Qu'attend la CEDEAO pour participer à une réflexion dans la mise sur pied très rapidement d'une unité politique de sa sous-région? Qu'attend encore la CEDEAO pour avoir une monnaie commune? Pourquoi l'écho est bloqué? C'est pour cela que je pose donc la question, cette organisation sous-régionale, la CEDEAO, est-elle finalement au-dessus des États, puisque dans leur article E, il déclare que tous les États membres sont des États souverains. En quoi sont-ils souverains? Vous pouvez être souverain alors que votre porte-monnaie est gardée par votre ancien maître d'hier. Mais je pense que l'une des questions sur lesquelles la CEDEAO devait plancher et de manière radicale, c'était cette question-là. Mais c'est au sein de la CEDEAO qu'on a trouvé des collabos pour éventrer le projet noble de la CEDEAO pour pouvoir se doter d'une monnaie. C'est ça le projet Macron, avec la complicité d'Alaman Ouattara, qui est l'un des chouchous de la CEDEAO. Je continue de vous dire que la CEDEAO aujourd'hui est l'instrument des impérialistes pour endiguer la volonté des peuples africains de pouvoir s'affranchir de leur état d'esclaves dans le monde. C'est ça la CEDEAO des chefs d'État. Il faut maintenant une CEDEAO des peuples
qui vont continuer à pousser. Et c'est pour ça que souvent je vous parle d'organisation. Il faut muscler l'organisation des organisations non étatiques, mais authentiquement africaines. Créer des passerelles. Il faut qu'on fasse une division de travail. Nous, on ne peut pas être en même temps sur les plateaux, réfléchir, aller à la collecte des informations et être à ce niveau. Moi, je l'ai fait en tant que dirigeant d'un parti politique connu dans ce pays. Ce n'est pas du tout facile. On n'a plus... la journée n'a que 24 heures, comme dirait quelqu'un. Et on n'a pas l'éternité avec nous. Nous sommes aussi sous la pression d'autres contraintes sociales qui ne nous permettent pas d'être efficaces à 100% dans tous les domaines. Donc, il faut qu'on divise le travail, que les gens se mettent, ceux qui ont l'art, ils ont l'art de pouvoir le faire, dans la construction des organisations, dans la formation de la jeunesse, dans des programmes alternatifs par rapport à tout ce que les fonds, ceci, l'aide, ceci, les lettres, cela, la coopération française et tout, qu'il y ait des trucs alternatifs africains comme ça, qui soient financés par des milliardaires africains. Mais l'argent sert à quoi? C'est aussi aller dans ce sens. Financer l'excellence dans la recherche, financer l'excellence dans la programmation des organisations. C'est seulement comme ça qu'on va s'en sortir. Une télévision comme la vôtre, elle devait être comme la pupille pour tous ces bourgeois africains qui rêvent vraiment de liberté. Parce que le travail pédagogique que vous faites au quotidien et l'impact que ce travail a vis-à-vis des Africains ne devait pas laisser indifférent l'ensemble de notre bourgeoisie. Mais non, on continue à parler de méfaits et de Beverly Hills. On continue d'envoyer les enfants faire les grandes études dans les écoles suisses. On ne s'occupe pas de cette lueur d'espoir qui est en train de naître au sein de notre continent et qu'il fallait encourager, qu'il fallait renforcer. C'est seulement comme ça que nous serons capables d'avoir des dirigeants à la tête de nos États qui représentent les aspirations profondes de nos peuples. Mais sinon, nous continuons d'assister à une mort lente. Mais malheureusement, dans cette période de cette mort lente, comme je le dis, il y a des monstres et des monstres qui surgissent avec pour seule ambition détruire l'homme africain à tous les niveaux. C'est ce qui explique par exemple la tentative de ce nouveau droit de l'homme qu'on veut imposer aux Africains en réalité parce qu'ils sont conscients que quand on aura fini par détruire la culture de l'homme africain, ils auront atteint leur objectif premier. Mais je peux leur garantir, tant que va surgir sur cette terre de Maman Africa, des jeunesses se méritent évidemment comme Steve Jocelyn-Goss, des plateaux de qualité comme Panafricanist TV, des volontés comme celle de son promoteur à doter l'Afrique de cette réponse. C'est une réponse à cette tentative d'abolissement de l'homme africain. Je peux vous dire qu'il y aura toujours l'espoir pour une Afrique libre, une Afrique souveraine, mais une Afrique creusée comme elle a toujours été de l'humanité. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, d'avoir été les nôtres ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Merci aux Lions indomptables de Cameroun, excusez-moi. Ils font un départ à tout. De la rue où a été l'Africa Foot, de la rue où a été le football camerounais, à ce renouveau qui essaie de pondre à l'horizon. Ils ne peuvent que recevoir nos encouragements. Ce n'est que le début. Tomorrow never die. Merci. Et oui, demain ne meurt jamais. Mesdames, messieurs, Mère Afrique, c'est là où nous sommes tous nés. Mère Afrique est justement la mère de toute l'humanité. Pour elle, nous devons chanter des louanges. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.